Pierre Rabhi, bonjour. Bonjour, C'est toujours un grand plaisir de te voir. merci. Et donc voilà, on est ici à Prime Vert avec qui Reporter fait un partenariat. Et la première question que je voudrais te poser, c'est finalement, qu'est-ce que tu penses de la situation dans le monde aujourd'hui en 2017? Disons qu'il suffit d'ouvrir la radio, de voir, d'avoir les informations générales sur l'état de la planète pour se rendre compte que ça ne va pas très bien et qu'il y a des dissensions partout et qu'on continue, disons, sur les erreurs qu'on arrive, duquel on n'arrive pas à sortir. Donc ça ne va pas très bien. Qu'est-ce qui te frappe le plus très concrètement dans ce qui se passe? C'est-à-dire que c'est en fait l'obscurantisme dans lequel nous sommes rentrés. Et c'est un obscurantisme qui est masqué de science. Je dis souvent, si les extraterrestres nous observent, ils peuvent quand même pas conclure que nous sommes intelligents. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ils ont une planète magnifique, tout ce qu'ils savent faire, c'est la détruire, c'est la démolir, c'est s'entretuer entre eux, c'est polluer tout, c'est épuiser les océans, c'est voilà. Donc on peut pas dire que l'humanité est un événement, c'est un événement tout récent, mais je ne pense pas que l'humanité soit intelligente. Et quand tu vois Donald Trump, qui est le président de la première puissance du monde, Oui, mais Donald Trump, il ne faut pas se focaliser sur lui, il a été élu. Quand il s'agit d'une dictature, on dit bon, le dictateur, il dit fermez vos clapets, je fais ce que j'ai envie. Mais quand il s'agit du suffrage universel, ça veut dire que chaque conscience est interpellée, invitée à se prononcer. À partir du moment où une conscience est invitée à se prononcer et qu'on a des millions, ça veut dire que ces millions de consciences, c'est elles qui font peur parce qu'elles ne sont pas elles ne sont pas éveillées, elles ne sont pas éclairées pour faire un choix différent qu'ils ont fait avec ce hmm. type qui est manifestement pathologique. Mais quand même, qu'est-ce qui fait qu'il a été élu, comme tu le dis, qu'il y ait des dizaines de millions de personnes qui aient voté pour lui? Alors, disons, dans le mouvement général du public, il y a beaucoup d'incohérences et d'irrationalité. C'est que les êtres humains fonctionnent sur des sentiments, sur des peurs, etc. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que ça soit rationnel. Donc les choix sont déterminés par des éléments qui sont des éléments pas forcément, disons, éveillés. Donc on fonctionne en partir de ça, de peur du travail, la peur de ceci, le nationalisme, la superpuissance américaine, l'indigence des uns, etc., etc. Et tout ça fait un magma qui est un magma qui n'est pas régi en quelque sorte par une lucidité. C'est la même chose en France. On est en pleine campagne présidentielle. Est-ce que tu ressens le même genre Oui, je euh, ressens, de manque de euh, lucidité? disons, prochaine échéance électorale met bien en évidence le fait que aujourd'hui, il y a une espèce de marasme en quelque sorte, sans compter bon toutes ces affaires et tout ça, ça fait quand même un magma qui est en fait extrêmement préoccupant parce que on ne voit pas de cohérence dans tout ça. On voit plus de l'incohérence, on voit plus des réactions de vengeance des uns et des autres, les partis qui en fait se concurrencent, le parti extrême, c'est-à-dire qui promet monts et merveilles à partir d'une idéologie qui est une idéologie stupide, parce que c'est une idéologie qui suscite plus les réactions négatives que positives. Là, tu parles du Front National, hein. Oui, ouvertement, je veux dire, Hmm. ouvertement. Je ne suis pas Madame Le Pen, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa conscience, mais enfin, elle véhicule quand même des idées qui sont des idées qui peuvent inquiéter par le fait même que il n'y a pas, je ne sens pas, disons, de bienveillance dans tout ça. Je sens beaucoup plus le goût absolu du pouvoir et évidemment l'avènement d'une idéologie extrême qui remonte de loin. Et comment ça se fait qu'avec tout ce que l'on sait sur l'état du monde, et quand je dis l'état du monde, c'est vraiment l'état de l'écologie, sur le climat, sur l'érosion de la biodiversité, sur l'état de nos sols, sur la pollution dans les océans, qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas cet éveil, comme tu disais, que les gens ne s'éveillent pas, ou pas suffisamment nombreux, disons? Disons, les êtres humains sont dans un obscurantisme terrible.
terrible, terrible. Je dirais même que les religions sont responsables. Parce que les religions, toutes monothéistes en tout cas, proclament que la terre est œuvre de Dieu. On pourrait dire, étant eux, proclamant que la terre est l'œuvre divine, ils devraient tout faire pour que cette œuvre ne soit pas profanée. Alors qu'en font-ils? Rien du tout. Donc, alors peut-être qu'ils sont trop préoccupés par le ciel et pas assez par la terre. Bah, le pape François a quand même fait l'encyclique Oui, mais Laudato Si. enfin, il y a après 2000 ans, quoi. Il a mis du temps à le faire. Voilà, après 2000 ans, on commence à s'éveiller Mm. à cette nécessité de percevoir la planète comme étant sacrée. Et s'il faut attendre 2000 ans, je crois que c'est beaucoup. Sans compter, et j'inclus aussi les autres monothéismes, c'est-à-dire l'islam, le judaïsme, etc. Mm. Tous partent du même livre qui est la création est œuvre de Dieu. Donc, dès qu'on parle là-dessus, ça devrait susciter immédiatement le respect de cette création, parce que quand on porte atteinte à l'œuvre de Dieu, on porte atteinte à Dieu lui-même. Voilà. Enfin, c'est peut-être du raisonnement de maternelle, mais en tout cas, moi, ça me paraît tout à fait logique que les religions auraient dû être les premières écologistes. Toi, tu crois qu'il y a une création par Dieu du monde? Je crois rien du tout. Je veux dire, la formule de Fournier qui disait nous ne savons pas où nous allons, mais nous y allons. Ça veut dire que, en fait, moi, je ne sais pas. J'ai fréquenté beaucoup les philosophes et je me suis dit peut-être que les philosophes vont nous aider à comprendre. Or, quand on dit les philosophes, eux-mêmes ne s'entendent pas. Il y a des philosophies, il n'y a pas une philosophie qui fait l'unanimité. Alors ça m'a amené à Socrate, qui lui dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Et moi, j'en suis là-dedans. Qu'est-ce que nous savons? Nous sommes infoutus de savoir même comment notre corps fonctionne, comment nous sommes dans une forme d'ignorance. Alors par contre, ce qui nous grise, c'est que nous avons des aptitudes, avec un cerveau qui fonctionne très bien, pour créer des tas de choses, le meilleur et le pire. Alors on exalte la science, mais la science, elle est aussi... c'est scientifiquement qu'on a fait la bombe atomique. Donc ce qui veut dire que la science en soi, elle est subordonnée à une conscience. Et qu'est-ce qu'une conscience fait de la science? Elle peut faire le meilleur et le pire. Donc arrêtons avec tout ce délire concernant l'être humain qui serait intelligent, c'est pas vrai. En 2002, ça fait maintenant 15 ans il y a 15 ans, tu avais lancé le mouvement d'insurrection des consciences. Oui. Rappelle-nous l'idée en fait, parce que finalement c'est sans doute toujours pertinent, toujours utile. C'est quoi l'insurrection? Ça devrait être quoi l'insurrection des consciences? En fait, en 2002, dans la perspective des élections, on m'a mis la pression pour dire pourquoi tu ne te présentes pas. Moi, me présenter aux élections, il y a des années-lumière de me présenter aux élections. En disant, mais je ne vais pas rentrer dans cette galère, parce que ça veut dire déjà, il y a longtemps que j'y crois pas à ces histoires de gauche, de droite, etc. Soit l'humanité comprend qu'elle est une et indivisible et que tout le monde se mobilise pour que la sauvegarde de tous, soit on continue à se diviser, à se schémailler sur des idées, sur des virgules et sur du machin, et on périra, c'est tout. Par nous-mêmes, ce sera l'extinction de l'être humain par lui-même. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux être utile dans cette échéance? Et je me suis dit peut-être qu'il faut profiter de cette écoute nationale ou de ce débat national pour introduire les valeurs qui me paraissent importantes. Une des valeurs importantes, enfin une des exactions importantes aujourd'hui, c'est la subordination de la femme sur toute la planète. Pourquoi est-ce que le masculin dominerait le féminin? Il n'y a aucune raison. C'est deux éléments complémentaires. Et moi, je suis allé au Sahel et je sais que sans les femmes, rien ne marcherait. Deuxièmement, pourquoi éduquer les enfants dans la compétitivité et ne pas leur apprendre la solidarité? Dès tout petit, leur apprendre la solidarité. Leur apprendre aussi la valeur de la vie. Donc l'écologie devrait figurer dès le début de la préparation d'un enfant à la vie. Ça a été évidemment les utopies, parce que si on n'a pas d'utopie, la vie s'arrête. C'est grâce aux utopies que la vie s'est développée. Ce n'est pas les gens raisonnables qui ne veulent rien bouger. C'est des fous furieux qui sortent qui transgressent, etc.
évidemment l'écologie, évidemment l'agroécologie, etc. C'est ce que nous avons mis sous ce titre, appel à l'insurrection des consciences. Quelle planète laisserons-nous à nos enfants et quels enfants laisserons-nous à la planète? Et on était parti sur cette idée et on s'est dit, bon, on va appliquer le protocole. Donc on va aller chercher les signatures. Alors on est allé au Caïdi, au Caïdo, on sortait un peu des bois, on était inconnus. Et on s'est dit, du fait que nous sommes inconnus, si nous arrivons à avoir 3 signatures d'élus en état d'ébriété, ça sera pas mal. Et finalement, on a frôlé les 200. Et à partir de ce moment-là, ça nous a renvoyé quelque chose qui nous a donné du souffle, parce qu'on s'est dit finalement, on dit pas tant de sottises que ça. Ce que nous disons, puisque des élus eux-mêmes nous accueillent, ça veut dire que ce que nous racontons n'est pas si idiot que ça. Et à partir de là, il y a eu une assise et il y a eu une poursuite en quelque sorte qui s'est faite, un peu informelle, mais qui a marqué. Et jusqu'à maintenant, marqué jusqu'à maintenant. Et là, on me dit, pourquoi tu ne recommences pas l'expérience de 2002? Je dis, le contexte n'est pas le même. Par contre, je préfère, et ça, il faut vraiment l'annoncer, nous sommes avec Colibri, nous voulons créer un forum civique national. En quoi consiste ce forum civique? À mettre en évidence et à célébrer la créativité de la société civile, qui est fertile en imagination, fertile en créativité, fertile dans tous les domaines. Et ça, c'est cette fertilité-là qui prépare le futur. C'est certainement pas l'acharnement thérapeutique sur une politique. Je respecte les politiques, je n'ai aucune critique par rapport aux politiques. C'est pas ça, donc je ne veux pas être bille en tête sur les gens. Mais le contexte politique en tant que tel, dans la conjoncture actuelle historique et de l'histoire globale, n'est pas en conformité avec les réalités du monde, ni avec ce qui est nécessaire pour que le monde... C'est pour ça que j'ai écrit un bouquin sur évidemment la convergence des consciences, pour dire maintenant, il ne faut pas être prisonnier de son identité, de son histoire, etc. Aujourd'hui, il faut que l'humanité tout entière prenne conscience de son inconscience et que cette humanité se coalise pour qu'ensemble nous pensions le monde futur. On ne le pensera pas dans la division. Et tu la sens se produire, cette convergence des consciences? Oui. Comment? Eh ben par le fait même que les gens m'honorent de leur présence quand je donne des conférences, par mes publications qui prennent beaucoup d'ampleur, par les gens que je rencontre ici ou là et qui sont... Mais la conjoncture est en quelque sorte, on pourrait dire malheureusement favorable à ça, puisque il n'y a plus de crédibilité par rapport au modèle. Le modèle est en train de se dégrader. Et quels sont les symptômes de la dégradation? C'est le chômage, c'est l'exclusion, c'est toutes ces choses-là où finalement on est dans un bateau qui promettait monts et merveilles et qui finalement maintenant ne sait même plus où il va. Et finalement, il faut imaginer le futur dardard, parce que quand il y aura un taux de chômage très très élevé, je ne sais pas si ça risque pas d'exploser. Ce matin, je t'ai appelé un peu pour préparer cet entretien et tu m'as dit, je t'ai demandé comment tu vas et tu me dis, j'ai 78 ans et je suis au chômage. Alors, oui. C'était une plaisanterie, mais est-ce que c'était vraiment une plaisanterie en fait? C'était de l'ironie. Oui. Parce que je n'ai jamais été aussi chargé. Effectivement, je n'ai plus l'énergie de mes 50 ans. Et en même temps, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce qui a été imaginé il y a quelques années, parce que j'ai fait quand même un retour à la Terre avec ma chère compagne, il y a 55 ans. Et déjà, il y a 55 ans, j'étais en protestation contre le modèle. Et c'était avant 68. C'était pas dans le giron de 68, rien à voir. En 61, nous étions déjà en retour à la Terre, en insurrection en quelque sorte par rapport à notre modèle de société. 68 arrive, c'est le problème de la consommation, société de consommation. Mais nous, on n'était pas du tout dans ce cadre-là. Et les jeunes, à l'époque, je peux les comprendre, ils étaient dans une espèce de désarroi en disant finalement, on arrive dans un monde où on n'a plus aucun espace de créativité. Il y a une telle surabondance qu'on en devient stupide, etc. La seule chose que j'avais un petit peu, et j'ai dit, ils ont raison.
Mais la seule chose que j'avais un peu récusée, c'est référence à des tas de philosophes, à des tas de gens qui finalement ne me paraissaient pas véritablement être dans la ligne à laquelle je croyais personnellement. C'était la seule chose. Mais aujourd'hui, alors on a sauté des décennies. Aujourd'hui, il est impensable que les jeunes manifestent contre la société de consommation, puisque nous sommes plutôt dans une société comment dire, de la pauvreté, de l'évolution vers une société en déliquescence. Donc on n'est plus du tout dans le même registre et en très peu de temps. Et peut-être qu'on va conclure là-dessus, parce que je ne veux pas te prendre trop de temps, mais après tout, il y a beaucoup de jeunes en France qui deviennent des néo-paysans, un peu le même geste que toi tu as fait dans les années 60, avant 68 avec Michel, mais il y a aussi beaucoup de jeunes dans les quartiers populaires, dont les parents ou les grands-parents sont venus d'Algérie, sont venus du Maroc, sont venus du Sénégal, et qui se sentent mal, pour beaucoup d'entre eux, se sentent mal acceptés, sont frappés par les policiers, n'ont pas de boulot. Comment faire par rapport à ça? Est-ce que cette société va pouvoir se recoudre en quelque sorte et donner une place à tous ces jeunes? C'est toujours pareil, hein. C'est-à-dire que une nation comme la France ne serait rien du tout sans la colonisation. La colonisation, et il n'y a pas que la France, il y a aussi toute l'Europe. L'Europe a commencé par une idéologie particulière qui a récusé les paysans. Les paysans ont payé très cher des guerres de 14, où on appelle ça une guerre, moi j'appelle ça un génocide, un véritable génocide. Et l'idéologie a commencé par niveler, c'est-à-dire donner aux paysans un statut négatif et un statut dévalorisant. Le paysan a voulu sortir de ce statut dévalorisant, ça a fait des exploitants agricoles, enfin on connaît toute l'histoire. Seulement le problème, c'est que l'Europe elle-même s'est en quelque sorte autodétruit dans le sens d'un passé et d'une histoire qui donnait à chaque groupe social son identité. Des patois, la façon de se vêtir, c'est une richesse extraordinaire de biodiversité culturelle. Alors, la première dictature, c'est qu'il fallait absolument homogénéiser tout le monde. Donc le refus et le rejet de l'histoire des individus. Et donc uniformisation. Ensuite, cette uniformisation a amené une idéologie qui s'est ensuite transportée dans les pays coloniaux, parce l'Europe s'est attribué une mission civilisatrice. Voilà. Et moi, je récitais que mes ancêtres étaient des Gaulois, voilà, à l'école. Donc ça, c'est l'idéologie fondamentale qui, sous le masque de l'évolution de la science qui va libérer l'être humain, etc., c'est du pipeau. Elle n'a rien libéré du tout, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est enchaîné, et malheureusement, nous sommes même tellement enchaînés que les outils que nous avons produits pour supporter la frénésie sont des outils qui commencent à nous dominer. Est-ce qu'il est concevable qu'il n'y ait plus de pétrole, qu'il n'y ait plus d'électricité, qu'il n'y ait plus de communication? Eh bien, cette civilisation qui se prétend forte, elle est la plus faible de toute l'histoire de l'humanité. Et pourquoi elle est faible? Parce qu'elle s'est éloignée des racines de la vie, c'est-à-dire de ce qui assure une pérennité. Et la terre, la nature, c'est elle seule qui peut assurer l'avenir. C'est rien d'autre qui peut assurer l'avenir. Soit c'est pour ça que l'écologie doit être radicale et non pas un parti. Ça doit être une conscience. Eh bien, si nous ne reprenons pas en compte les lois fondamentales de la vie que la nature recèle, et même dans notre propre corps, pendant que je vous parle, eh ben il n'y a pas un bouton pulsation cardiaque ou digérer le croissant que je dois avaler. Tout ça se fait tout seul. Donc notre organisme même est investi de cette intelligence et de cette vie. Une graine peut multiplier, il suffit de la mettre dans la terre, elle sait ce qu'il faut faire, il n'y a pas à lui dire ce qu'il faut. Donc la vie, en quelque sorte, nous sommes inclus dans la vie, mais nous avons fait les malins en disant nous sommes au-dessus de tout ça. Et ça, je crois que la Bible, etc., ils sont pour quelque chose. Alors qu'en fait, nous sommes depuis 1 minute et demie à 2 minutes dans cette réalité. La Terre n'a pas eu besoin de nous.
Et puis finalement, la Terre peut se passer de nous. Il ne faut pas nous prendre pour des gens indispensables. La Terre peut parfaitement se passer de nous et ne s'en portera que mieux. Il y avait une petite histoire de Gorbatchev qui disait qu'il y a une planète qui était dans l'espace, un jour rencontre la planète Terre et lui dit, ma pauvre, qu'est-ce que tu es dépenaillé, tu n'as plus de forêt, tu n'as plus de ceci, tu es mal en point, quoi. La planète Terre lui dit, ne m'en parle pas, j'ai attrapé l'humanité. Et l'autre lui dit, ah, ça n'est que ça, je l'ai attrapé, je m'en suis guéri et tout va bien. Alors j'espère qu'on n'arrivera pas à cette conclusion. Je n'ai pas envie de conclure là-dessus. J'ai plus envie de conclure sur une élévation de la conscience, sur une vraie intelligence. On peut sortir d'une grande école et pas être intelligent. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est cette lucidité, cette vision clarifiée qu'il faut avoir maintenant pour comprendre que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi sans nous condamner nous-mêmes. Donc soyons intelligents. Pierre Rabhi, eh bien merci pour Reporter et Prime Vert, mais c'est parfait. Et nous étions le 3 mars 2017 à Lyon. Merci.